ici, il ne te voit même pas. Ah, ne bouge plus. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons inaugurer l'espace Gilbert Bujac. Je tiens à remercier la municipalité de La Rochelle, en la présence de Madame la maire adjointe en charge des affaires scolaires, la commune de Saint-Pardoux-la-Croisilles, la ville de Tulle et ses élus, les services de l'État, l'ANACRE, le collège Jean Moulin et tous ses élèves qui ont eu la gentillesse de venir ce matin, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires du SDIS, les porte-drapeaux, enfin l'ensemble des personnes qui ont concouru à ce que cet espace aujourd'hui soit inauguré. Je vais donner maintenant la parole pour l'histoire, parce que c'est l'histoire qui va nous éclairer aujourd'hui à monsieur Bernard Delaunay qui va nous expliquer l'histoire de Gilbert Bujac. Je vous remercie. J'espère que vous entendez assez. Non. Ah ben c'est dommage parce qu'on n'a pas de micro. Alors monsieur Delaunay, vous allez vous approcher là. Oui, alors merci monsieur le maire Bien de fort. me donner la parole. L'histoire, évidemment, c'est celle de Gilbert Bujac. Je vais essayer de la résumer en quelques phrases. Voilà, le contexte d'abord. Après l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, la France libre a mis en place une organisation à Londres. À côté des forces françaises libres, le service secret du Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, créé en 1942 pour la zone sud, il crée le service des opérations aériennes et maritimes, le SOAM d'abord, qui deviendra successivement le centre d'opération parachutage-atterrissage, le COPA, et puis le service d'atterrissage-parachutage, le SAP. C'est dans ce cadre que des responsables régionaux et locaux de la résistance intérieure sont chargés de mettre en place les liaisons radio avec Londres, de repérer des terrains utilisables pour ces opérations, puis de les organiser en liaison avec les groupes de maquis de l'armée secrète, des francs-tireurs et partisans français. Le tulliste Gilbert Bujac va donc devenir un élément essentiel de cette organisation en Corrèze et dans la région de résistance R5. Il était né le 30 janvier 1901 à Tulle. Il a fait ses études secondaires à Limoges. Au retour de son service militaire, en 1921, il conduit des chantiers de travaux publics pour l'entreprise Vedren de Tulle, tout en menant par correspondance des études d'ingénieur à l'École nationale des travaux publics. En 1932, il fonde à Tulle la coopérative ouvrière du bâtiment et des travaux publics qui construit 2 des ponts de Tulle et travaille sur des chantiers dans toute la France. Sous-officier de réserve, il est mobilisé au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Il est démobilisé le 21 juillet 1940 dans les Pyrénées-Orientales. Il a refusé l'armistice du 22 juin 1940 qui sanctionnait la défaite militaire française contre l'Allemagne nazie et livrait notre pays à l'occupation et à la dictature de Pétain. Dès son retour à Tulle, il réunit des amis proches pour élaborer des tracts invitant à la résistance et organiser leur distribution. Atterré de voir se réaliser les projets d'Hitler qu'il avait pu lire avant-guerre dans Mein Kampf, il veut, de sa propre expression, arrêter ça. Il faut arrêter ça. Très vite, il adhère au mouvement Combat qu'organisent en 1941 Edmond Michelet et Pierre-Fernand Roubinet. Il abandonne la direction de son entreprise pour se consacrer à la lutte clandestine. Il participe alors à la libération de prisonniers politiques dans des camps d'internement du régime de Vichy, à la formation des premiers maquis corréziens, en particulier à Lafage-sur-Sombre, où il organise l'intendance et le ravitaillement. Il devient membre des forces françaises combattantes, comme chargé de mission de première classe, à leur création par le général de Gaulle en juillet 1942. En octobre 1942, il organise le centre d'opération de parachutage et d'atterrissage de la Corrèze et d'une partie de la région et son annexe du service radio. Il prend le risque de loger des opérateurs radio à son domicile, d'où il réalise des émissions. Sous son impulsion, le COPA devient un rouage essentiel de la résistance. Il organise le stockage, la distribution des armes parachutées entre les différents groupes de résistants.
Lors de la création de l'armée secrète des mouvements unis de résistance, en zone sud, il est l'adjoint du capitaine Martial Brigoulex, chef de l'armée secrète corrèze et du comité de coordination des organisations clandestines de la Corrèze, présidé plus tard par Raoul de Vigne. Après l'instauration du service du travail obligatoire, en février 1943, il s'oppose au départ des jeunes vers l'Allemagne en organisant pour les réfractaires un réseau de fabrication de fausses cartes d'identité et d'alimentation et les dirige vers les maquis où ils peuvent se cacher, éventuellement participer à des actions de résistance. Il se cache lui-même dans les bois, selon sa propre expression, sous le premier pseudonyme de Sylvain. Et puis il deviendra ensuite Maxime ou Blaise pour mesurer d'autres types d'actions. C'est ce qui est d'ailleurs inscrit sur la petite plaque ici. Alors, autre type d'action, par exemple, une école de sabotage, des sabotages de lignes électriques et de voies ferrées, des coups de main contre la prison, le commissariat de Tulle, la police de sécurité, le dépôt de l'intendance militaire. Et Gilbert Bujac échappe plusieurs fois à la police de Vichy et à la police de sécurité allemande, la Gestapo. Et, par exemple, lors de l'arrestation de Martial Brigoulex, le 17 avril 1943, il est chez lui, il est chez Martial Brigoulex, et celui-ci a juste le temps de lui crier « fous le camp » et il arrive à s'échapper. À son domicile, un mois plus tard, domicile qu'il venait de quitter pour mettre à l'abri sa femme et sa fille, chez ses parents à Limoges, il échappe une nouvelle fois à la police. Ou encore à Caluire, près de Lyon, le 21 juin 1943, où, arrivé en avance à la seconde réunion prévue dans la maison du docteur Dugoujon, il peut observer l'agitation consécutive à l'arrestation de Jean Moulin et de ses camarades ce jour-là. Ces visites du lundi à sa famille, à Limoges, ont été dénoncées et un piège lui a été tendu par la Gestapo un lundi de début 1944, mais Gilbert Bujac était venu le vendredi précédent pour conduire son épouse et sa fille ici présentes dans les bois corréziens. Et malheureusement, ses parents seront arrêtés en mai 1944. Jusqu'à la libération de la Corrèze, le 22 août 1944, son activité clandestine ne s'est jamais relâchée sur le territoire même où il était recherché. Vice-président du comité départemental de libération, dès sa création aux côtés de Robert Collet, il en devient président de janvier à juillet 1946, date à laquelle le CDL est transformé en association loi 1901, dont il reste le président jusqu'à sa dissolution lors des élections, après les élections de 1947. Il est nommé compagnon de la libération par décret du 17 novembre 1945. Il est décédé à Limoges le 4 juin 1976, où il a été inhumé dans la plus stricte intimité selon sa volonté. Alors aujourd'hui, la ville de Tulle et l'ANAC au Corrèze lui rendent l'hommage qui lui est dû. Son engagement patriotique et civique est un bel exemple pour les générations actuelles, dont le besoin de tels repères, de repères historiques est plus que jamais nécessaire pour leur permettre de s'approprier et de défendre à leur tour les valeurs de notre République démocratique, laïque et sociale, telle que l'a définie notre Constitution. Et sur ce point, je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le Principal, les enseignants et les élèves du collège Jean Moulin, qui viennent de mettre en pratique, à travers leur projet Résistance, toutes ces valeurs de la République auxquelles nous tenons tant et dont ils ont besoin pour devenir des citoyens. Merci à vous. Je tiens à remercier toutes les autorités militaires et civiles qui sont présentes à cette réunion, ainsi que la ville de Tulle qui a permis que quelque part soit inscrit le nom de papa. Parce que papa était quelqu'un de très modeste, il a dit en 1940, après avoir réuni ses amis, je ferai mais je ne dirai rien, et il a bien tenu parole, il a parfaitement réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire se faire oublier. Bon, alors maintenant quand même, j'avais respecté ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais je trouve que l'histoire s'écrit quand même assez différemment quand il manque quand même un rouage très important de cette histoire locale. Alors je dirais juste quelques mots, l'attachement de papa à Tulle et à la Corrèze, parce que comme l'a dit Bernard Delaunay, dont je remercie tout à fait pour son discours tout à fait exact et qui a balayé l'histoire, papa était né chez sa grand-mère maternelle à Tulle, et en fait s'il a été à Limoges, c'est qu'il n'a jamais accepté parce que son père, 10 ans avant, qui était un enfant de la Manu, il était né à Seillac,
Et il était un enfant de la Manu de Tulle, fils aîné de veuve, il avait travaillé à 10 ans. Alors je ne pense pas qu'il soit venu à 10 ans à la Manu, il a dû y venir vers 12-13 ans. Il a été à l'école du soir de la Manu, il est devenu ingénieur projeteur, il a eu la médaille d'or de la ville de Paris et c'était vraiment l'enfant de la Manu. Et en 1891, le directeur de la Manu a reçu un mot des renseignements généraux de l'époque en disant que c'était un révolutionnaire dangereux. Donc le directeur a déchiré le papier parce que révolutionnaire dangereux, ça voulait dire syndicaliste. Enfin bon. Et donc il a déchiré le papier, il a dit combien il estimait, mais étant dans une manufacture d'armes, il ne pouvait pas le conserver. Donc il a recommandé à Limoges et il a dit le directeur de Limoges l'appréciera autant que moi, mais lui étant une manufacture de tabac, il ne sera pas obligé de se séparer de toi. C'est ce qui a été fait. Et mon grand-père s'est parfaitement intégré à Limoges où il a fait de la mutualité, de la coopérative, etc. Mais papa l'a jamais accepté, je pense. Et du coup, il revenait avec une joie extraordinaire chez sa grand-mère pour toutes les vacances scolaires. Enfin, il y a tout un tas d'anecdotes où il allait en connivence avec le coiffeur quand il avait 7-8 ans, se faire couper les cheveux très courts pour venir jouer avec les copains, ce qui évidemment ne rentrait pas dans les projets de ma grand-mère, qui le faisait participer à des spectacles de fin d'année, alors la brosse, ça n'allait pas avec. Donc mon père était très attaché à Tulle. Bon, je passerai beaucoup de détails, mais c'est pour confirmer ce qu'a dit Bernard Delaunay, c'est-à-dire dès qu'il est entré dans la vie professionnelle, il est revenu en Corrèze. Il est revenu à Uzerche, puis à Tulle. Et il était très idéaliste et il a refusé des associations à des têtes d'entreprises très connues de Tulle pour monter une coopérative ouvrière des travaux publics et du bâtiment et des travaux publics. Et cette coopérative donc, a traversé toutes les crises économiques de façon extraordinaire. C'était apparemment des copains très unis, d'excellents professionnels. Il a eu des chantiers dans toute la France, mais ce qui a beaucoup servi ensuite, je pense, à la résistance, c'est qu'il a connu toutes les administrations de Tulle, de la Corrèze et du Limousin de façon générale. Il a fait donc de pont de Tulle, il avait l'entretien des bâtiments militaires, etc. Ce qui ensuite va lui permettre de faire beaucoup de choses par relation. Il faut dire que papa était quelqu'un de plein d'humour, très souriant. Il y a Séverin qui racontera ensuite à André Vial qu'il a retrouvé son ami chaleureux et même charmeur. Je pense que papa a dû user pas mal de son charme dans certaines circonstances. Voilà, il a commencé la résistance, donc, comme l'a dit Bernard, par une réunion dès juillet 1940, mais il n'a pas soulevé l'enthousiasme quand il a proposé de continuer le combat qu'il espérait. Donc c'est là qu'il a dit « je ferai mais je ne dirai rien ». Effectivement, il a dit très peu de choses. Et alors là, il décrit la situation en disant que c'était une lutte âpre, acharnée, que certaines personnes de Tulle, qu'on a bien connues après, mais j'en oublierai sûrement si je fais une liste, distribuaient des tracts au risque de se faire arrêter par la police, bien sûr. Lui, il a échappé à la police en janvier 1941 grâce à Guy Fauché. Il dit, grâce à son innocence enfantine, qu'il a prévenu à temps. Par contre, l'ébéniste Longy n'a pas eu cette chance et il a été incarcéré au camp d'Exon, où papa, ainsi que bien d'autres avant, l'a fait libérer. Et c'est là que je dis que ces relations ont dû servir, parce que sur la fiche de Longy, il met « libéré par relation ». Donc je pense que pendant très longtemps, le fait qu'il soit estimé de toutes les instances, départementales, militaires, du bâtiment, des travaux publics, de la direction générale, a beaucoup servi. Donc là, il a fait partie déjà du premier parachutage qui a eu lieu en zone sud, qui a eu lieu en juin 1941 dans le parc du château de Gay-Lussac, à côté de Limoges. Et ils étaient 5, d'après la description de M. de Vaumécourt qui organisait ça. C'était un parachutage de SOE, service spécial opérateur exécutif. Et je ne sais pas s'il faisait partie de SOE. Alors SOE, c'était les services secrets, les premiers qu'avait créé Churchill, justement à la demande plus ou moins des 3 frères Vaumécourt, de la section française. Bon, donc est-ce que c'est là? Enfin, à partir de cette date-là, il est considéré comme Français libre par Londres, alors qu'il n'est jamais allé ni en Angleterre, ni dans un territoire non occupé. Il dit que, donc il y a eu plusieurs petits groupuscules qui se sont formés à ce moment-là, et il dit qu'il a pris un engagement dans quelque chose qui existait, un réseau qui existait en juillet 1941, mais il ne dit pas lequel.
Et en fait, donc, le groupuscule auquel il faisait partie a créé Combat, hein, dont il a été responsable départemental pendant que Michelet était responsable régional, et avec évidemment un Roubinet qui distribuait les tracts beaucoup. Hein. Alors je peux vous raconter une anecdote. Au retour de camp de Roubinet, moi j'avais 6 ans, on est allé le voir avec papa. Et papa lui a dit: comme je suis heureux que tu aies survécu. Et Roubinet lui a dit: tu sais, tu en es une des raisons. Parce que pendant toute mon incarcération, je me suis dit: pourquoi ce salaud de Bujac m'a dit de faire attention et m'en a pas donné la raison. Alors papa l'a regardé sidéré, il lui a dit: mais j'avais pas d'informations, mais tu étais tellement imprudent. Donc ça, c'était 41. Hein. Alors en fait, en juin 42, il a été il y a eu 3 personnes parachutées de Londres pour créer donc le SOAM, qui est devenu le COPA, enfin que moi j'appelle par simplification le COPA, parce que ça a été le nom pendant le plus longtemps. Et donc il est venu, il a été touché donc par, il y a donc 3 personnes qui ont été parachutées de Londres, un pour Combat, un pour Libération et un pour Franc-Tireur. Donc mon père a été naturellement touché par celui qui venait de Combat, tout de suite, hein, dès juillet 1942, qui était à Lyon, hein, qui était face à Lyon. Et donc il a créé, dit-il, alors c'est dans un CV, comme il n'avait pas l'habitude de se vanter, je pense que c'est vrai, il a donc créé la structure SOAM pour la région R5, qui comprenait des morceaux de 5 départements, parce qu'il y avait des départements à la bordure comme l'Indre, etc., les parties non occupées de ces départements-là, et en liaison avec R3 qui est Montpellier. Alors bon, je ne sais pas quelle est l'évidence, mais après, il y a eu effectivement des, comment dirais-je, des échanges entre R3 et R5 quand les gens étaient trop mouillés à un endroit, etc. Et donc il a pris la responsabilité du département de la Corrèze, où il dit plus tard que c'est là qu'il y avait les meilleurs agents, donc les Corréziens... Alors je pense que là ça a été effectivement une organisation extraordinaire, et je suis contente qu'il y ait aujourd'hui Georges Cueil et Joseph Condamine par exemple, qui sur les sites des parachutages autour de Saint-Privat, Saint-Julien-au-Bois, etc., ont souvent, quand c'était des petits parachutages, quasiment avec leurs 2 familles, assuré complètement le parachutage, hein, puisque Joseph Condamine était transporteur et le papa de Georges Cueil, que mon père a toujours appelé le père Cueil, alors je ne sais pas son prénom, avait une scierie, avait fait une espèce de casemate en béton, enfin en ciment, sous la Sûre, parce qu'évidemment, a priori, on ne va pas chercher des armes dans la Sûre, c'est quand même un peu incompatible. Donc il y a eu vraiment un maillage du département. Il y avait Albert Hérault qui était responsable à Chamboulive, il y avait François-Louis Vinatier qui était responsable dans les Monédières, il y avait évidemment Antoine Vinatier qui était responsable d'un groupe COPA au nord du département, autour d'Hérault, Gleton, qui faisait aussi des transports. Donc il y a eu un maillage extraordinaire du département, une efficacité extraordinaire. Et je pense qu'on peut en avoir 2 preuves. La première, c'est que papa dit que Jean Moulin, en tant que président du CNR, est venu en Corrèze. Je pense qu'il est venu dans le plateau des étangs, parce qu'il est venu en Corrèze comme président du CNR, ça veut dire fin mai ou début juin, avant son arrestation. Et papa avait déjà, alors avait quitté Tulle lui depuis longtemps, il nous avait fait quitter Tulle. Donc je pense que c'était, les réunions de COPA avaient lieu au départ chez Madame Parel à Clairvaux, et aussi dans l'arrière-boutique de Raymond Verdier, le pâtissier en face de la cathédrale. Cette arrière-boutique est complètement obscure, elle avait des issues devant, derrière, à la barrière, enfin bref. Donc voilà. Et donc je pense que si Jean Moulin était venu alors qu'il était à ce moment-là à Paris, qu'il a fait une imprudence à aller à Caluire, c'est qu'il voulait vraiment reconnaître le maquis corrézien. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans les relations des délégués militaires régionaux, enfin tous y compris le dernier, qui s'appelait Deschlette, qui avait pour nom Ellipse ou Chassaigne, il est dit que les parachutages en Corrèze ont été menés de façon remarquable, qu'il n'y a pas eu de perte de matériel, qu'il y a eu très peu de pertes de personnes, malheureusement il y a quand même eu des gens dénoncés et fusillés. Et je pense qu'un signe de ça, c'est que le parachutage de l'opération Cadillac Bleu Blanc Rouge du 14 juillet a été très important à Saint-Privat, ça a été de loin le plus important. Alors maintenant les historiens disent « Ah, ça aurait pas dû être, ça aurait dû être comme à l'Aplot », mais il y a eu une erreur de calcul. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur de calcul. Hein, je crois que Londres était tout à fait conscient du fait que quand on parachutait quelque chose en Corrèze, c'était bien utilisé.
Alors, pour revenir un petit peu à l'organigramme, papa donc était responsable départemental de combat, comme Brigoulet était responsable départemental de libération. Donc, quand ils ont cofondé l'armée secrète, c'est-à-dire la branche armée des mouvements unis de résistance, du coup, Brigoulet est devenu chef de l'AS et mon père est devenu son adjoint. En fait, assez rapidement, le responsable national de COPA, qui a été arrêté en même temps que Jean Moulin à Caluire, avait demandé à papa de sortir de tout réseau de résistance pour qu'il ait les mains complètement libres pour les distributions d'armes, pour installer les ateliers de sabotage, pour les renseignements, etc. Alors, la meilleure preuve est que papa l'avait déjà fait. Parce que si on regarde les adjoints de mon père, dès 42, enfin ça c'est... Papa a commencé à organiser COPA en juin 42, mais c'était opérationnel en novembre 42. Et si on regarde ses adjoints, alors il y avait, j'espère, je vais sortir mon petit papier pour ne pas oublier quelqu'un, mais il y avait entre autres... il y avait des représentants de tous les mouvements. Il y avait Geoffroy de Chaume qui était Libération, qui avait été lui touché par le parachuté de Libération et qui était vers chez Condamine, là-haut, qui a fait les premiers parachutages. Il y avait André Vial qui était FTP. Il y avait Raoul Desvignes qui, comme chacun sait, sera le responsable de l'AS après l'arrestation de Martial Brigoulet. Il y a Albert Fauché, dont l'atelier était juste à côté et qui a été la première école de sabotage de Tulle. Et à cette époque-là, papa disait qu'il y avait 3 émetteurs dans Tulle. Il y en avait un chez Albert Fauché, un chez Raymond Verdier, le 3e, je ne sais pas, le délégué militaire dit qu'il était chez nous, enfin au siège de l'entreprise, mais bon, il y avait eu la cathédrale avant, mais ça s'était déplacé à ce moment-là. Voilà. Et puis il y avait Collet, papa dit notre Laurent, qui dessinait, sculptait les tampons nécessaires au faux papier. Donc Laurent Collet était Front National. Donc si on regarde les adjoints de mon père, il y avait des spécialités, il y avait des régions, mais il y avait toutes les forces de la résistance qui étaient représentées à ce moment-là dans COPA. Donc quand on lui demande de sortir d'un mouvement particulier, en fait c'était de fait déjà fait. Voilà, bon, écoutez, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc ces travaux ont été faits en étroite collaboration avec les délégués militaires régionaux, évidemment. Et notamment, alors Jean Maison est sûrement là qui pourrait mieux confirmer la date, mais je crois que c'est en février 1944 qu'il a assisté avec papa à une réunion interne à la manufacture qui a décidé le énième sabotage, mais un sabotage sérieux de la manufacture, qui a donc retransmis par le DMR à Londres. Ça a évité à Tulle d'être bombardé. Il y avait un bombardement prévu. Alors évidemment, entre la marque et la manufacture, Tulle aurait probablement été complètement rasé. Donc voilà, et bon, que vous dire, papa avait une confiance, moi j'en ai été témoin absolu dans les gens du COPA. Combien de fois j'ai entendu après-guerre parler des parachutages perdus et récupérés par on ne savait qui, des millions parachutés, etc. Papa disait mais non, tout est clair, je sais tout. Et au 20e anniversaire du débarquement en Provence, papa était invité, et il y avait le dernier responsable de COPA, national de COPA, qui arrivait avec ses grands livres de comptes avec la date, le numéro de l'avion, les marchandises parachutées, etc. Et donc François-Paul Rivière, il s'appelait, dit à papa, vous voulez sûrement vérifier des choses. Papa dit non, j'ai rien à vérifier, je sais tout. Il dit oui, s'il y a un avion qu'on n'a jamais vu arriver, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'est pas arrivé. Et en fait, il y a Rivière qui prend sa grande règle qui dit retour en Angleterre pour cause de mauvais temps. Donc bon, si vous voulez, je pense qu'il y avait une confiance mutuelle extraordinaire et que ça a été un exemple, la Corrèze, tout à fait particulier. Voilà, bon, mais alors ce que je veux souligner, c'est aussi une chose caractéristique du caractère de papa, c'était qu'il était extrêmement économe de la vie d'autrui et qu'il préparait avec un grand soin les sabotages et les coups de main
pour éviter évidemment les effusions de sang. Alors il a joué à pleine corde, avait été hébergé chez Raymond Verdier, l'intendant militaire de Tulle. Alors papa était scandalisé, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu Raymond Verdier, mais c'était un monsieur marrant, etc., qui a dit « mais de quoi tu te plains? C'est la meilleure couverture qu'on puisse avoir. Qui pensera qu'il y a des réunions de réseau de résistance dans une maison où est l'intendant militaire. » Il s'est avéré que l'intendant militaire a collaboré avec la résistance et qu'il oubliait régulièrement de surveiller les dépôts d'armes, les dépôts de chaussures, etc. Donc voilà, il y a eu aussi l'épisode de Cornu, auprès duquel papa avait mis Jacques Migignac, un de la bande à Antoine Binatier, dirait Jantou, des Rets, et qui décodait, il avait en charge de décoder les messages de la milice. Alors évidemment, il n'y avait rien d'écrit. Le soir, il allait rencontrer dans des ruelles Albert Fauché, papa, Raymond Binatier, et il appréciait beaucoup les choux à la crème de Raymond Verdier. Voilà. Mais si vous voulez, quand on dit copain, on dit centre d'opération de parachutage et d'atterrissage. C'est-à-dire parmi les gens qui atterrissaient, il y avait les gens qui étaient formés au sabotage, aux écoles radio, etc. Et c'est de là que sont nées toutes ces écoles de sabotage, toutes ces installations radio, y compris au château du Teil, n'est-ce pas, où nous serons ce soir, dans des endroits bien placés, un peu en hauteur et loin de tout. Alors il y avait aussi le renseignement, et là, l'épisode de Cornu a été absolument extraordinaire, parce qu'ils avaient prise directe sur les renseignements que recevait la préfecture. D'ailleurs, le Cornu a été destitué par Vichy, heureusement d'ailleurs, parce qu'il aurait été exécuté par la Gestapo. Ce qu'il a protégé, c'est que Vichy lui avait demandé de protéger le philosophe Emmanuel Berle, qui était en Corrèze. Donc du coup, ça lui a permis un certain temps de jouer double jeu sans être trop inquiété. Voilà, alors je finirai en citant un discours de papa, fait dans je ne sais pas quelles circonstances. Et ici, tout d'abord, un responsable, le président de notre comité régional de libération. Et il dit qu'ils étaient ensemble dans le hardi et périlleux combat clandestin. Et puis plus tard, dans la bataille ouverte, tous ceux dont nous pouvons nous réclamer avec une fierté bouleversée. Ils étaient ensemble, le socialiste et le religieux, le communiste et le chrétien, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Papa ajoute, qu'avons-nous fait, qu'allons-nous faire d'un pareil héritage moral? C'est cette union indissoluble qui nous permettra de mener à bien, dans le court délai qui s'impose, l'épuration, la révision de nos méthodes de sortir le char des vieilles ornières où toujours il retombe, de refaire une France neuve et forte. En fait, papa fait partie de la petite dizaine de liquidateurs nationaux des réseaux de De Gaulle. Et il était liquidateur pour la région R5. Donc à ces occasions, De Gaulle lui avait demandé qu'est-ce qu'il pensait des élections. Et papa lui avait dit, personne ne les demande, attendez donc qu'on ait le temps de reconstruire la France. Malheureusement, il n'a pas été écouté et donc il n'a pas pu aller aussi loin que bien des résistants l'auraient voulu aussi dans l'accomplissement du programme des jours heureux du CNR. Bon, après, il a repris sa vie de bâtisseur. Il a été appelé par Raymond Aubrac au ministère de la Reconstruction à Boulogne-sur-Mer et après il a fait des travaux publics en Afrique. Voilà. Bon, et bien voilà, il avait demandé à être oublié, alors il était presque arrivé, mais voilà, grâce à un certain nombre de gens, comme Jean Maison et la ville de Tulle, il n'a pas complètement eu de succès. Les élèves vont nous chanter le chant des partisans. On fera une minute de silence et derrière, ils enchaîneront en chantant la Marseillaise. C'est bon les tambours, je peux
santé porte-drapeau, minute de silence. Porte-drapeau, revenez. Envoyez la minute de silence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Porte-drapeau, repos. Voilà l'espace consacré Gilbert Bujac. Je crois il a été choisi parce qu'effectivement dans ce lieu, il y a des élèves aussi aujourd'hui qui sont venus, mais dans ce lieu, beaucoup d'élèves passent parce que c'est un rendez-vous. Il y a la gare routière ici, et donc il y aura toujours des jeunes qui passeront là et qui certainement s'arrêteront pour lire cette plaque. C'était le but. Et en même temps, il est juste à côté d'un compagnon aussi, en fait, Martial Brigoulex. Voilà, mais dans ce quartier et dans toute cette ville d'ailleurs, il y a beaucoup de noms et d'espaces ou de rues qui sont dédiés à des gens qui ont beaucoup résisté et qui se sont battus en des temps difficiles. Voilà. Vers le château sans cadence, marche. Vous avancez, messieurs, dames. Venez compléter avec les petits pompiers, là. Jean, viens compléter. La Rochelle, avancez, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les jeunes, bienvenue au Château du Teil, donc dont la mairie de La Rochelle est propriétaire. Ce château qui nous permet l'été d'accueillir les enfants de La Rochelle et aux alentours pour découvrir votre belle région. Alors je veux tout d'abord vous dire que c'est un privilège de pouvoir représenter Monsieur le maire de La Rochelle aujourd'hui, devant donc ce château qui appartient à notre ville. Il regrette de ne pouvoir être présent parmi vous, et je sais qu'il aurait aimé vous témoigner de vive voix l'importance que revêt pour lui cette cérémonie. Cette année, dans toute la France, nous commémorons le 70e anniversaire de la libération de la France. Cette année, nous célébrons l'esprit de la résistance, l'esprit de grandeur et de dépassement qui a été porté par des hommes et des femmes. Parmi ces noms, gravés dans nos mémoires, celui de Gilbert Bujac sera désormais gravé sur ce château qui abrita le PC du centre d'opération de parachutage et d'atterrissage. Ce château qu'avait aussi choisi Adrienne Montégudé pour protéger des enfants juifs
de la folie des hommes avec l'aide du maire de la commune et du préfet. Et puis j'aimerais, puisque je suis de La Rochelle, associer aussi 3 personnages qui symbolisent à La Rochelle cette résistance. Je citerai tout d'abord Léonce Vieljeux, maire de La Rochelle, ancien colonel, qui refusa de remplacer le drapeau tricolore par le drapeau nazi et qui fut déporté et mourut dans les camps à l'âge de 79 ans. Je retiendrai aussi le nom d'Hélène Nebout, résistante rochelaise, décédée la veille du 11 novembre dernier. Surnommée Chef Luc dans la résistance, elle est un exemple du courage et du dévouement dont ont fait preuve toutes ces femmes dont l'histoire a trop souvent oublié le nom. Et justement, comme je suis une femme, je voudrais rendre un hommage spécial aux femmes qui ont participé à la résistance, souvent dans l'ombre, et dont le rôle a été peu mis en valeur. N'oublions pas qu'à cette époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, elles ne sont pas éligibles, elles ne partagent pas l'autorité familiale. Elles ont donc accompli leur devoir de citoyenne sans en avoir le droit, sans en avoir les droits. Et puis, 3e personnage important pour nous à La Rochelle, c'est le matelot Jean Rousseau. On a récemment honoré sa mémoire en donnant son nom à une passerelle, parce que Jean Rousseau fut un des premiers soldats fauchés au moment du débarquement. Et je veux exprimer toute notre gratitude à tous ces hommes, ces femmes résistants qui nous permettent d'être libres aujourd'hui. Je remercie tous les jeunes qui sont ici, leurs enseignants, leurs accompagnants, leurs médiateurs, qui sont ici aujourd'hui parce que nous devons rappeler aux générations montantes que, hélas, la liberté ne va pas de soi. Nous devons nous battre pour la conserver. Nous sommes Français, nous sommes issus du pays des droits de l'homme. Nous sommes un exemple de démocratie pour le monde et nous nous devons de combattre aujourd'hui et demain tous les totalitarismes. Et nos résistants sont des exemples, des modèles qui doivent guider nos pas de citoyens. Donc merci à vous qui accomplissez ce devoir de mémoire et cette mise en lumière de l'engagement pour la liberté. Et les mots sont difficiles pour rappeler ce qu'ont été ces hommes ou ces femmes, comment s'imaginer la somme de courage, de bravoure, peut-être mêlée d'inconscience, mais surtout de patriotisme, pour que des gens ordinaires aient accompli des choses extraordinaires. Et ça, pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que c'est sans doute pour la même raison qui explique ma présence ici, au nom des Rochelais. Le partage de certaines valeurs, d'une certaine idée de notre nation et la défense des valeurs républicaines qui sont si chères à celui qu'on appelait Maxime. Merci de votre attention. Voilà, merci Madame Vetter, qui, je rappelle, donc représente le maire de La Rochelle. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence nombreuse à Saint-Pardoux. Merci aux jeunes pompiers, aux pompiers plus âgés qui sont là aussi. Je remercie particulièrement les jeunes du collège Jean Moulin de Brive qui sont ici aujourd'hui. Merci à toute l'équipe enseignante des classes de 3e de ce collège qui s'est mobilisée pour un projet pédagogique citoyen plein de sens. Merci bien sûr à la municipalité de La Rochelle de nous accueillir chez elle aujourd'hui. Merci surtout à Geneviève Loupias-Bujac et à Jean Maison pour leur action opiniâtre, je dirais presque même entêtée, pour mobiliser les partenaires qui participent à l'organisation de l'ensemble de cette journée. Merci aussi à la ville de Tulle, dont on vient et qui a posé ce matin aussi une plaque en face du monument Brigolet à Tulle.
L'hommage que nous rendons aujourd'hui à Gilbert Bujac est juste et mérité pour l'engagement qui fut le sien pendant toute cette guerre. Je ne vais cependant pas vous parler de son action. Je laisse ce soin à d'autres qui l'ont connu, l'ont approché, ou comme sa propre fille, qui le feront beaucoup mieux que moi. Cette journée, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont fait le choix de résister et dont certains d'entre eux, trop nombreux, ont payé de leur vie afin que nous, qui sommes nés après-guerre, puissions vivre libres dans un pays en paix. Je voudrais qu'avec cet hommage qui est rendu à Gilbert Bujac, nous pensions à tous ces gens qui ont soutenu et aidé les résistants, comme ici la propriétaire du château, Madame Butler à l'époque. Les anciens de Saint-Pardoux m'ont raconté qu'ils la connaissaient bien, puisqu'elle fut leur professeure de musique. Elle venait donner des cours à l'école où 2 classes pléthoriques l'attendaient. Au-delà de ce village du Teil, nous pensons aussi à tous les habitants qui ont aidé et soutenu la résistance, en distribuant des tracts, en logeant des maquisards, en leur donnant de quoi subsister dans les bois. La solidarité dont ils ont fait preuve était héroïque, car ils savaient que s'ils étaient découverts ou dénoncés, ils risquaient de voir leur maison détruite par le feu, quand ce n'était pas la déportation ou la mort qui leur était promise. C'est aussi une multitude de petits gestes venant d'ouvriers, de paysans, d'anonymes ou de châtelaines maquisardes qui a permis aux combattants de venir à bout du fascisme. Aujourd'hui, comment perpétuer la mémoire de ces militants de la liberté? Assurément avec des journées comme celle-ci, où nous sommes rassemblés pour célébrer ensemble leur engagement. Mais aussi, dans le quotidien de nos vies, nous pouvons prendre part à notre part de résistance. Certes, notre pays n'est plus occupé par le fascisme comme il l'était à l'époque. Mais si nous regardons bien autour de nous, il reste tant à faire pour rester fidèles aux valeurs qui ont guidé ces femmes et ces hommes. Nous pouvons, à leur exemple, nous engager pour que notre société soit plus humaine et plus juste en nous appuyant sur les valeurs de la République. Engageons-nous pour plus de liberté, liberté de parole, liberté de la presse, mais aussi de circulation des hommes et des femmes à travers le monde. Le naufrage et la mort de plusieurs centaines de migrants cette semaine aux portes de l'Europe est une honte pour nos sociétés où seules les marchandises, les capitaux et les personnes venant des pays riches circulent librement. Engageons-nous pour plus d'égalité entre hommes et femmes dans la vie quotidienne, entre riches et pauvres, face à la justice ou l'accès aux soins de qualité, entre les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud. Engageons-nous pour plus de fraternité entre individus et entre les peuples. À travers ces engagements et d'autres combats quotidiens pour plus de solidarité, de liberté, d'égalité, de fraternité, nous resterons fidèles à ceux pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui. Je vous remercie. Et maintenant, Jean Maison. Vas-y, Jean. Oui, alors mesdames, messieurs, je n'ai rien écrit. J'ai pris des notes, je vais laisser parler mon cœur, mon vieux cœur, disons, de 90 ans. Mais aujourd'hui, vous savez, dans la vie, on a l'habitude de dire, certains disent, mais moi je l'ai dit des fois, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis, on additionne les mauvais et les beaux jours, surtout pour venir à 90 ans. C'est pas toujours facile. Je dirais plutôt aujourd'hui, moi, à côté de Madame Bujac, que c'est l'aboutissement d'un rêve. Parce que vous savez que les rêves s'interrompent au moment où ils devraient durer. Et bien là, nous, aujourd'hui, l'aboutissement de ce rêve, c'était de sortir Maxime Bujac
de l'ombre, où il était enfermé. Croyez-moi, ce combat, je l'ai commencé, moi, il y a très longtemps, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Madame Geneviève Bujac, qui est venue me voir chez moi, et j'avais écrit un livre en 1970 en gardant mon épouse, et c'est là que j'avais fait apparaître le nom de Gilbert Bujac. Alors, bien sûr, se réunir ici à Saint-Pardoux-la-Croisille, au château du Teil, pour vous, peut-être, ça ne représente pas beaucoup, mais pour moi, c'est tout un symbole. Parce que Saint-Pardoux-la-Croisille, c'est une commune, disons, qui représente bien toutes les communes rurales qui existaient à l'époque. Et ces communes rurales étaient toutes à peu près pareilles, égales en nombre d'habitants, mais surtout en nombre de professionnels de l'agriculture. Puisque dans nos petites bourgs, dans nos bourgades, à l'époque, moi si je prends Clergoux, il y avait 350 habitants, il y avait 35 exploitations familiales. Il y en avait autant ici à Saint-Pardoux-la-Croisille. Et alors partout où je vais dans les lycées, puisque je continue moi à faire vivre cet esprit de la résistance là où on me demande, et je suis heureux et combien ravi de retrouver le collège Jean Moulin, que je suis allé voir, je crois, le 12 janvier, en plein événement. Et croyez-moi, j'en suis ressorti des larmes aux yeux parce que ces enfants de Jean Moulin m'ont accueilli d'une façon, je ne peux pas la traduire ici puisque je pleurais parce qu'ils voulaient se faire photographier tous avec moi, ils voulaient me remercier, m'envoyer des messages d'amitié. Et vous savez, un vieillard de 90 ans, ça fait plaisir. Alors, jamais, je leur ai dit à eux, jamais on ne dira assez le rôle qu'a joué cette petite paysannerie corrézienne à cette époque-là. Parce que ces agriculteurs nous nourrissaient, nous cachaient. Leurs femmes étaient au fourneau, comme on disait, et leurs filles étaient souvent nos agents de liaison. Et on disait, on allait chez ces agriculteurs, on rentrait dans les maisons, on accrochait les armes derrière la porte, mais on faisait prendre des risques qu'on ne calculait pas quand on avait 20 ans. Des risques que je mesure maintenant aujourd'hui, à l'aube de mes 90 ans, parce que, vous savez, quand on partait de chez eux, qu'on leur disait on rentre au camp, eh bien, on faisait un détour, on allait coucher dans leur grange ou dans leur étable pour ne pas avoir froid, surtout dans l'hiver 43-44. Alors ces agriculteurs ici, c'est l'image d'une grosse ferme. Moi, quand je l'ai découverte, c'était une grosse ferme. Madame Butler avait quand même, à l'époque, 3 domestiques à l'année. Dans les autres fermes, il y en avait toujours un. Hein. Il y en avait quand même un, puisque moi, je fais partie des enfants loués, je peux en parler plus que les autres, puisqu'à 12 ans, j'étais dans une ferme. Donc, tout le monde avait, dans ces fermes-là, des domestiques. Et ici, il y avait toujours 2 femmes et un homme, toujours, continuellement. Et il y avait, avant-guerre, en 1936, la possibilité, alors des fois on parle des immigrés qui sont trop nombreux, mais à l'époque, les agriculteurs corréziens avaient le droit de faire rentrer des contrats de 3 ans des gens venant du centre de l'Europe. Et c'est comme ça que ici, il est arrivé une Tchèque qui a fait ses 3 ans ici, s'est mariée avec quelqu'un de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille et a subi, elle n'est plus jamais rentrée chez elle, elle a subi les incendies qu'ont subi la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille de Ferme. Alors Saint-Pardoux-la-Croisille, c'est pour ça. Et cette dame s'est appelée Madame Roubertou, et je vois sa fille qui est là en face de moi, ça me fait les larmes un peu aux yeux, disons, parce que je l'ai connue personnellement et son mari aussi. Et cette femme, elle a tout brûlé dans l'incendie de la ferme du Nogier. Parce que Saint-Pardoux, je vous disais, c'est un symbole. Et il suffit, vous savez, je vais vous le dire de tête parce que je les connais toutes, cette commune est riche de ces stèles. Et si on dit stèles, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur cette commune.
Alors, je ne vais pas les donner dans l'ordre où elles ont été installées. Mais si on part de Marcillac-la-Croisille en venant vers Saint-Pardoux, il y a la stèle qui rappelle l'incendie du village de Lantourne et l'incendie du village du Noger. On va un peu plus loin au Théiol, il y a une plaque qui est apposée après une maison qui rappelle que Duvignac, un de nos responsables, avait été blessé à mort, disons parce qu'il a survécu quelque temps, mais pas beaucoup. Et on va plus loin, au village de Théier, 2 fermes. Et là, je suis aussi heureux de voir un enfant de ces fermes-là, M. Monteil, qui est assis là sur une chaise. 2 fermes, plus de 100 gars à 70-80 mètres de leur ferme, à nourrir. Vous vous rendez compte, c'était le danger qu'il y avait dans ce village-là. Là, il y a 2 stèles. Une stèle qui rappelle que ce village, bon, a été formidable, mais une autre stèle qui rappelle aussi qu'il y avait l'imprimerie clandestine des francs-tireurs du Parti communiste et du Front National. Donc, du Front National de l'époque. J'ajoute bien. Ouais. Alors, après, en face de moi, à 1 kilomètre même pas, eh bien, est tombé le premier soldat des francs-tireurs et partisans, ici, Vengère de Gomme, oui, je l'ai oublié un peu, qui venait des Ardennes, qu'on avait bien connu. Ça a été le premier soldat franc-tireur et partisan qui a été tué une nuit ici à la Bessoule. Bon, si on va un peu plus loin, il y a au cheminot, que là, ceux qui sont venus ont vu une stèle dans le croisement, un inconnu qui a été tué le 10 juin 1944 par la division d'Astreich qui montait pour faire des représailles dans nos villages. Alors, vous voyez, et maintenant, il y a une plaque supplémentaire qui est mise au portail du château. Ça fait 6 ou 7 plaques ou stèles qui sont posées dans cette commune de Saint-Pardoux. Bien sûr, je parle des francs-tireurs et partisans. La résistance c'est pas tombé du ciel. Ça s'est créé morceau par morceau, mouvement par mouvement, suivant les personnalités qui en prenaient la direction, suivant aussi les partis politiques. Ici, on était francs-tireurs partisans parce qu'il suffit de lire Mathilde Corrèze, et j'ai vu le représentant de l'association qui était par là tout à l'heure, Pierre Pracher, oui, qui était là. Ici, sur Mathilde Corrèze, il disait, le canton de la Roche-Cagnac, si c'était Élie Mignot qui l'écrivait, comptait sur un groupe important de jeunes communistes en 1942. Donc, c'est pour ça qu'ici c'était franc-tireur. Mais si on allait à Montaignac-Saint-Hippolyte, c'était les frères Salvanet qui coiffaient la population et en faisaient de l'armée secrète. Si on allait à Hérin, c'était Vinatier qui, lui, faisait des gens d'Hérin, des copas au service de Bujac. Alors, voilà, j'écoutais, je ne veux pas trop m'étendre, mais je voulais quand même vous lire, pour bien faire voir que c'est vrai, que c'est la réalité, quelques passages d'un discours d'un responsable de l'adjoint de Bujac, qui est André Vial, Madame Bujac l'a cité ce matin à Tulle, qui écrivait il y a 30 ans, qui a fait un discours il y a 30 ans, et il disait, alors là il me faudrait peut-être les lunettes, mais enfin bref, il disait que le groupe de Théier avait été scindé en plusieurs groupes. Il est cité Pierre Semard, Lucien Sampé, Guy Moquet, Gabriel Péry, enfin il citait tous les camps qui étaient autour. Et puis il disait, à la même époque, un fort détachement copain fut constitué près des Reins par Antoine Vinatier, alors que le groupe de parachutage s'installait au Puy de la Tourette, près de Sédières. Puis furent créées les compagnies statiques avec en majorité des légaux. Alors il les cite, et là il y en a 5 ou 6, je vais m'arrêter là. En juin 1943, le PC de la région R3 fut installé près de la rive sud de l'étang de la Bonde de Clergoux, transféré début juillet 1944 à Sédières, au château de Sédières à Clergoux, avec la plupart des services. Se trouvait dans le voisinage aussi la direction du Front National de l'époque et du PCF. Alors, le PC du COPA, c'est lui qui l'a dit, qui le disait à l'époque, était installé au château du Teil, à Saint-Pardoux-la-Croisille, chez Madame Butler. La préfecture
préfecture clandestine. Et là, j'ai vu mon ami Laurent Collet, qui doit être par là aussi, qui lève la main, le chapeau, qui est le fils de Collet, le premier préfet du Maquis, qui a été honoré l'an dernier. Donc là, il le disait à cette époque-là, et il parlait aussi que l'hôpital régional des FFI fut installé à Brigoux et Gros-Chastan, l'école des cadres FTP au Cheminot, où vous avez passé, puis à Saint-Martin-la-Méade, l'imprimerie régionale, je l'ai dit, à Théier de Saint-Pardoux, la Croisille. Voilà. Alors, il parle aussi, dans ce discours, il parlait, c'est ce qui nous intéresse, des premiers parachutages qu'on a eus dans ce coin-là. Et dans ce coin-là, il y avait eu, le 17 avril 1943, un parachutage à Saint-Martial-de-Gimel. Parce qu'à Saint-Martial-de-Gimel, il y avait quelqu'un de la S, Lucien Lacombe, que j'ai beaucoup connu, de la Gaine. Je vois monsieur le maire de la Gaine qui est là, et conseiller départemental, maintenant. Lucien Lacombe était esthite à Saint-Martial-de-Gimel à l'époque, à S, et il a eu le premier parachutage, et le deuxième parachutage, lui, a eu lieu le 17 juillet pour les francs-tireurs et partisans. C'était pour dire qu'à cette époque-là, il ne faut pas croire que les mouvements de résistance ne se faisaient pas la guerre entre eux. Des fois, il se faisait des récupérations d'armes. J'ai vu M. Chassin ce matin, on va en discuter sans doute tout à l'heure dans la journée. Bien, ça nous arrivait de dire des armes serviraient mieux chez nous que là. Bon, on en piquait quelques-unes, mais c'était pas à s'entretuer. Alors, voilà, j'ai voulu dire ça. J'ai voulu dire aussi que dans ce château, là, on est sur le perron. Mais quand vous passerez derrière, vous regarderez la petite porte qui montait directement au comble de ce château, sans passer dans les pièces principales du château. Alors, quand on venait ici, quand je venais porter des plis ici, je passais par le petit chemin qui va derrière dans le bois et qui sortait sur la route de Clergoux. Mais ça, je l'avais découvert parce que j'avais découvert Bujac à Clergoux, à l'hôtel Parel. Et je crois que Madame Bujac, que je ne vois pas, qui est pas loin de moi, l'a cité ce matin à Tulle. Alors, ce monsieur Bujac, moi, je l'ai connu parce que je l'ai connu lors d'un événement qui m'est resté dans la tête et que je connais la date, le 2 mars 1944. Mais on le gardait avant quand il venait chez Parel. Et on disait Monsieur Arme. Et il était toujours avec quelqu'un de maigre, plus élancé que lui, plus grand. Et on croyait que c'était un Anglais. Et on arrivait même à nous dire, nous autres on le gardait, ah, celui-là il commence à nous faire suer avec son anglais, alors qu'il n'était pas anglais du tout, mais qu'il était le neveu il avait marié la nièce de Churchill. Il s'appelait De Chelette. Alors, ces deux hommes ont fait un travail immense. Et moi, j'ai pu le découvrir le 2 mars 1944, parce que certains s'en rappellent ici. Un groupe est parti de Clergoux pour libérer les prisonniers qui étaient à la prison de Tulle. Pendant 3 semaines, j'avais assisté aux réunions journalières. Donc, je faisais partie du convoi. Et le jour arrive, le 2 mars, il neigeotait. On nous dit, prenez des chaussettes en laine sur vos souliers pour ne pas faire de bruit pour traverser la ville. Et quand on a eu chargé la dernière échelle qu'on avait piquée au menuisier de l'époque, je vois Marc Bachellerie à l'atelier Vachal, avec Métallo, Gibia, et le responsable de cette opération m'appelle et me dit, toi tu pars pas. C'est comme s'il m'était tombé la foudre sur la tête, parce qu'on avait fait pendant 15 jours des réunions. Notre tableau était une scie circulaire à la craie, où tous les groupes étaient bien détaillés, où on devait se situer. Et ce jour-là, il me dit ça, et il m'appelle derrière la petite bascule de Clergoux. Il sort une lettre de sa poche et il me dit, si je ne suis pas rentré demain à 10h, tu portes ça à ma femme qui habitait à 150 mètres de chez moi. Il avait fait venir sa femme de Paris, ce brave homme, avec son petit, son gosse. Et alors moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'ait pas confiance à cette opération. Mais combien aujourd'hui je comprends que quand on part à Tulle avec un car, gazobois, au milieu des troupes,
et que c'est minuté, mais il peut arriver n'importe quoi sur la route qui fasse que ça se traduise mal. Donc je suis rentré chez Parel et c'est là que j'ai rencontré M. Bujac, son père, qui m'a dit « T'as pas l'air bien, toi, bois quelque chose ». Et j'ai trinqué avec lui, c'est l'unique fois où j'ai trinqué avec votre père. Mais enfin, j'ai trinqué ce jour-là. Et disons que j'ai dormi dans la grange en face de l'hôtel Parel, et le lendemain matin, eh bien, on a été réveillé au loin par des chants d'international chez Vial André, et puis les gars qui sont arrivés avec 23 prisonniers. Et je le dis dans les écoles, on n'était pas des criminels, puisqu'on avait libéré à cette époque-là 23 prisonniers, et qu'est-ce qu'on avait fait de leurs gardiens? On les avait fermés dans la cellule à leur place, on pouvait les tuer. Non, on n'était pas des criminels, et je ne veux pas que nos enfants et nos petits-enfants disent un jour, ou qu'on apprenne après nous qui aurons disparu, que nous étions en quelque part des criminels. Parce que maintenant, malheureusement, ça se redirait facilement. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage parce que ça a été long ce matin à Tulle, mais quand même, je voudrais citer l'homme que j'ai trouvé chez Parel. Et c'est pas moi qui vais le citer, c'est le préfet Le Cornu, on l'a dit ce matin. Dans son livre, il dit « Je veux rendre hommage ici à Bujac, la figure de résistant la plus complète que j'ai connue, alliant le courage à la prudence, l'esprit d'organisation à l'audace, parce que c'était aussi un modeste et que l'histoire l'a oublié. » C'est vrai que cet homme que j'ai rencontré ce jour-là, c'est ça. C'est ce que traduit le préfet Le Cornu, qui a été révoqué par Vichy, bien sûr, parce que ces actes de résistance à l'époque faisaient que si on ne suivait pas, on était révoqué. Alors là, il avait fait sur Marie Parel, qui recevait dans cet hôtel, à partir de 1942, une feuille également qui disait « Abritant et recevant de nombreux réfractaires, son hôtel servait de PC à toutes les organisations dont les états-majors se trouvaient dans le canton. C'est de cet hôtel que sont partis les ordres pour les opérations de sabotage ou de guérilla du département exécutées par les troupes des maquis, les réfractaires ayant opposé leurs armes et leurs explosifs. » C'est vrai que Marie Parel a reçu à Kergou la première médaille de la résistance qui lui a été remise à Paris. C'est pour vous dire que cet hôtel Parel à Kergou, si vous y passez chez François, vous regardez, c'est de là que partaient les plus grandes opérations en Corrèze. Alors, voilà, il faut bien terminer. Croyez-moi que ce matin j'avais le stress. Là, je l'ai moins. Je pourrais vous parler des heures de cette époque-là, comme je le fais dans les écoles. Il y a un maire qui est là, Monsieur Chassagnard. Eh bien, son père a fait partie d'otages aussi, parce qu'on recherchait un Espagnol, des MOI. Parce que là aussi, il y en aurait à dire des choses sur l'organisation des maquis. Mais ils avaient pris 10 otages, 11 otages à Champagnac-la-Noaille. Et si on n'avait pas trouvé Bueno mort, le maire de l'époque, le docteur Farnière, eh bien, les 11 otages étaient dans une carrière en Mémac, prêts à être fusillés quand une estafette est venue donner l'ordre de relâcher ces gens-là, que celui qu'on recherchait était mort. Vous voyez, ça tient un peu de choses, mais c'est des actes qu'il faut rappeler, continuer à rappeler. J'étais encore jeudi dernier, moi, à l'école de Naves. L'école de Naves, c'est là, à 2 pas de Tulle, disons. J'y ai passé tout mon après-midi avec des gosses magnifiques, comme ceux de Cabanis. Moi, j'ai que des enfants qui me saluent. Et croyez-moi, de Jean Moulin, parce que Cabanis aussi, j'y suis allé. Ils ont fait aussi un film. Bon, mais de Jean Moulin. Parce que Jean Moulin, c'était le 12 janvier. Alors ça me marque. Alors, vous savez, il faut faire très attention. Il ne faut pas entrouvrir les portes, parce qu'actuellement, on vit, et le maire de Saint-Pardoux-la-Croisille l'a très bien dit, et je ne reviendrai pas derrière, on vit une situation actuelle qui rappelle, sur beaucoup de passages, ce que nous avions vécu en 1939. Et alors, ça nous fait peur. Moi, on me dit que dans certaines maisons, les portraits de Pétain se raccrochent au mur. Et ça, c'est vérifiable et c'est vérifié. Donc, ça, c'est grave.
Il ne faut pas laisser la porte entrouverte pour que les gens s'engouffrent pour d'une part, disons, redorer le blason de ceux qui collaboraient à l'époque, ou d'autre part, faire de ceux qui ont été fusillés parce qu'ils étaient collaborateurs des héros. Alors là, il faut y faire très attention. C'est pour ça qu'on y tient, nous, à l'ANACRE, notre association pluraliste, disons, parce que on y tient en allant dans les écoles et en faisant faire des concours et en incitant les jeunes et les profs. Et je voudrais remercier les profs parce que c'est vrai qu'on a besoin d'eux pour traduire ce que nous avons vécu, nous, pour la liberté, l'égalité et la fraternité. On a réussi sur la liberté, c'est ce que j'ai dit aux gosses, on l'a retrouvé, on vit en liberté. On a reçu aussi, on a gagné même la fraternité pendant cette époque-là, parce qu'on n'a pas combattu tout seul. Sur le plateau des étangs, j'en terminerai par là, il y avait 62 morts d'10 nationalités. Ce n'était pas que des Français qui combattaient contre le fascisme. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, la fraternité entre ces peuples-là, à l'époque, on fait que on a découvert des gens qui, après, par la suite, se sont entraînés. C'est mon cas. Alors donc, on en a terminé. Je veux juste réparer un petit oubli du monsieur le maire de Saint-Pardoux-la-Croisille. Je veux remercier les porte-drapeaux. Et j'y tiens. Parce que, tu as oublié, non, c'est pas un reproche que je te fais, mais les porte-drapeaux, Pierre Boblet est là. Et alors, il m'a fait ce plaisir de venir jusqu'ici dans notre campagne, dans notre maquis. Je ne pouvais pas moins faire que de les remercier à la fin de mon intervention. Voilà beaucoup, merci beaucoup. Il y a là des témoins, vous pouvez les trouver. Il y a là, en face à côté de monsieur le maire, quelqu'un qui s'appelle Marcel Combe, qui est venu ici dans cette ferme en 43-44 avec un camion Sorère et Antoine Vinatier pour chercher le grain de madame Butler, et qu'il a amené au combe d'Airain dans une petite vieille maison et qui a été distribué après dans les moulins le long du Doustre pour moudre, pour faire du pain pour tous ceux qui étaient dans les bois. Mais il est là aujourd'hui. Et il me fait le plaisir d'être là et de témoigner justement que dans cette ferme, il s'était passé quand même quelque chose. Parce que même les habitants du Teil ne savaient pas qu'il y avait ici quelque chose. Même les habitants du Teil. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien sûr qu'il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'hommes en armes. Il y avait, quand je suis monté là au comble, ben, il y avait une grande table avec des appareils pour communiquer avec Londres, mais il y avait une personne qui gardait le matériel ou deux personnes. Mais c'était tout, il n'y avait pas, on ne voyait pas. Et là, cette année-là, de Marcelou-Combe, là, j'y insiste parce que Antoine Vinatier avait désigné 2 gars du maquis pour venir faire les moissons ici au Teil, habillé un agriculteur, et ils avaient fait les moissons et on a récupéré le blé. Alors, bravo à tous d'être venus jusque-là et merci beaucoup. Le message, vous voulez le... Oui, alors maintenant les élèves là, vont s'adresser. Vous voulez vous adresser au pays. Voilà, alors, c'est des jeunes. Bon, madame. Hommage à Monsieur Gilbert Bujac, jour de brume printanière et de paix, le 18 avril 2015. Monsieur Bujac, nous ne vous connaissions pas jusqu'à la venue de Monsieur Jean Maison, un homme admirable qui nous a passionnés et qui a parlé à plusieurs reprises de l'amitié et du respect qu'il ressent à l'égard de Gilbert Bujac. Nous avons confiance à Monsieur Maison et il avait éveillé notre curiosité, alors nous nous sommes renseignés. Dans notre vie, nous qui avons 14-15 ans, c'est d'abord votre esprit d'entreprise qui nous a plu. On le retrouve dans tous vos engagements. Quand on lit votre biographie, on a l'impression que vous étiez de tous les combats. Distribution de tracts, armée secrète, parachutage, lutte contre le STO, faux papiers et sabotage.
On voit que vous n'avez pas attendu tranquillement que cette mauvaise période cesse. Vous avez lutté malgré la pression de l'arrestation de vos proches. Vous avez lutté pour que triomphe cette liberté et qui fait de la terre et de la France notre pays bien-aimé. Monsieur Bujac, merci de ne pas avoir cédé. Merci de votre lutte impliquée. Les hommes comme vous, nous ne les oublierons jamais et nous nous efforcerons d'empêcher que la bête immonde revienne réhabilitée, liftée. Monsieur Bujac, Monsieur Maison, le flambeau de votre indignation, nous nous en emparons pour clamer plus jamais. Monsieur Maison, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un résistant devant moi à qui m'adresser et dire ce que je ressens. Vous savez, vous me faites beaucoup penser à mon grand-père. Vous avez le même courage, la même dignité. Vous avez servi votre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, lui, est arrivé en France avec d'autres nationalités pour reconstruire cette belle France qui a été ravagée par l'idiotie des hommes qui peut faire de très belles choses, comme les détruire malheureusement. Cette Deuxième Guerre mondiale a permis une seule chose, plus jamais ça. Et grâce à l'union des Européens, nous avons eu 70 ans de paix en Europe. Les deux ennemis d'hier sont devenus les meilleurs amis du monde aujourd'hui. Mais j'aurais un seul regret, c'est qu'on oublie trop souvent les soldats d'Afrique qui ont servi la mère patrie. Sachez que l'Afrique sera toujours là si la France a besoin d'elle. Le général de Gaulle n'a pas dit à l'Algérie, le Maroc, le Sénégal d'aider la mère patrie, mais à toute l'Afrique. C'est pourquoi je suis fière en tant que Française d'origine africaine d'être devant vous aujourd'hui. Merci. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
François, viens là. François, viens ici. Allez, t'as pas le choix. Cette poupée que papa appelait plus tard la maquisarde, il l'appelait pas comme ça quand il me l'a donnée, il me l'a donnée en 44. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est en août 44 quand je suis retourné chez nous à la Libération ou si c'est pour Noël 44. Mais en fait, cette poupée qui marche, je vous montrerai, elle est en bois, donc elle a les jambes raides, elle peut lancer une jambe après l'autre. Donc a été faite à Saint-Pardoux-la-Croisille. Il y avait un monsieur qui était réfugié du Nord, je crois, hein, ou de la région parisienne, c'est ça, qui s'appelait Monsieur Le Cul. Alors je ne sais pas s'il faut dire le cul ou le cul, enfin bon, je ne sais pas ce qu'il fallait prononcer le L ou non, mais enfin bon, c'est comme ça qu'il s'appelait, et qui avait donc monté une fabrique de jouets en bois, et dans le bourg donc de Saint-Pardoux. Et il y avait d'ailleurs quelqu'un que vous avez interviewé qui avait travaillé. Madame Berriou. Ah oui. Madame Berriou. Oui. Ah oui. Et alors elle disait d'ailleurs que ce monsieur il était un peu exploiteur parce qu'après elle a changé de métier, elle a gagné bien plus. Mais enfin bon, passons. Donc voilà. Et donc moi cette poupée j'en avais presque peur parce que vous voyez j'avais 4 ans donc j'étais comme ça quoi, quelque chose comme ça. Et alors c'était ma première poupée et j'étais extrêmement étonnée parce que tous les gens qui passaient à Tulle, alors qui étaient justement ceux que j'ai cités ce matin comme de l'état-major de papa, quoi, c'est-à-dire André Vial, Raymond Verdier, Antoine Vinatier, enfin les gens qui venaient nous voir, qui étaient donc des messieurs bon, tout à fait respectables. Il la regardait, il riait, et puis il disait « Ah, ma petite châtelaine !» Moi je disais, c'est quand même bizarre, que drôle de réaction pour une poupée. Hein. Bon, et alors là-dessus, après coup, comme papa l'appelait la maquisarde, alors il l'a soigneusement gardée, j'ai trouvé quand j'ai déménagé leur maison, donc plus de 70 ans après. Enfin, maintenant ça fait plus de 70 ans, plus de 60 ans après. Donc papa l'avait gardée, et du coup je me demandais quelle pouvait être cette châtelaine. Alors je disais, bon, on m'a présenté, enfin j'ai visité avec André Vial le château de Sédières, mais il n'y avait pas de châtelaine. Il y avait, papa, comme je vous disais, était très charmeur et très convaincant, donc il avait convaincu le châtelain, qui était un instituteur délicieux, M. Barbe, du château au bois de Saint-Julien-au-Bois, qu'il était un voyageur de commerce pour je ne sais plus quoi, et qu'il ne pouvait pas coucher à l'hôtel à Saint-Privat, 4 km de là. Alors il y a M. Barbe qui me disait « Oh, vous savez, votre père, il était tellement convaincant que je l'ai cru ». Mais quand j'ai entendu les avions tourner autour du château, je me suis dit quand même, c'est rare qu'un voyageur de commerce soit accompagné par les chasseurs, enfin bref. Bon voilà, donc il y avait une châtelaine aussi, qui était la sœur de M. Barbe, qui était institutrice. Bon, mais enfin bref, donc j'avais pas vraiment d'explication. Et c'est grâce à Jean-Tout, quand il a trouvé que l'état-major de Copa était là, tous ces messieurs faisaient partie évidemment de l'état-major de Copa, et connaissaient Madame Butler. Donc je pense que c'est plus ou moins le portrait de Madame Butler, qui a donc, qui était propriétaire de ce château et qui a accueilli très bien apparemment le Copa, et que donc papa avait appelé Madame la maquisarde. Voilà. Alors elle n'est pas trop mal conservée. Les jambes, vous voyez, les enduits n'étaient pas bien, donc je ne frotte pas trop, parce que ça s'écaille, mais le visage était assez fin. Et je pense que ces yeux qui sont peints à la main sont une œuvre d'art, dirons-nous. Alors, par contre, elle a perdu ses cheveux. Et quand j'ai retrouvé dans le carton, elle était chauve. J'ai quand même réussi à conserver quelques mèches que j'ai donc collées à l'endroit où elles étaient collées. Hein. Et puis, je lui ai fait un bonnet en parachute bleu, assorti à ses yeux, du parachutage de l'opération Cadillac, bleu, blanc, rouge, du 14 juillet 1944. Voilà, la châtelaine. Alors, il faut dire que ma petite fille a assisté de près à la restauration. Et il y avait 2 parachutes bleus, et elle a choisi celui-ci qui était plus clair. Merci.